Donc bonsoir à tous. Donc là, on va vous parler que de l'aérodrome aujourd'hui, ou essentiellement de l'aérodrome de Châteaudun. Il y a l'hippodrome, il y a des sujets connexes, annexes, les tamates, enfin bien sûr, il y a bien de sujets, mais l'idée c'est de parler de l'aérodrome. C'est notre troisième réunion publique. On a fait une à Châteaudun, une à Brou, ce lundi, et ce soir à Cloix-les-Trois-Rivières. On avait fait une devant les élus, et puis bien sûr, il y a beaucoup de travaux, de groupes de travail, de comités de pilotage divers pour avancer sur ce sujet. L'idée, c'est de vous faire un bilan d'un an de travail en synthèse et de vous montrer ce que l'on a fait, ce que l'on veut faire et éventuellement aussi que l'on échange ensuite à l'après ces 18 planches. Donc d'abord la finalité, c'est un projet de petit aéroport civil, mais c'est une finalité qui promeut l'attractivité et ce développement économique et industriel qui nous est si cher et ce désenclavement du sud de l'Eure-et-Loir et même au-delà, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Sarthe et tous les territoires autour, avec cet aérodrome qui existe finalement depuis 86 ans. Donc l'idée, c'est d'en faire un levier de développement. Alors je vais laisser Lionel présenter pas mal de planches, et dès la planche numéro 2, et puis on va alterner les présentations. Merci. Alors, la présentation, elle se déroule sous la forme principalement de la carte de la base sur laquelle on a projeté un certain nombre de zones qu'on va vous expliquer. Ce sont des zones qui ont un caractère historique. On reprend les fonctions qui ont été celles de la base aérienne, simplement pour les décrypter, et puis pour en exprimer tout le potentiel vis-à-vis de la reconversion. Mais d'abord, on recommence par une carte un peu générale, qui a la propriété inhabituelle, mais sympathique, d'être Châteaudun centré. Donc le point au centre, ou presque au centre, c'est Châteaudun. Et pourquoi cette carte ? En réalité, cette carte, elle est là pour montrer qu'on est au cœur d'une zone qui présente un intérêt, notamment sur le plan démographique, parce qu'elle est au centre d'un quadrilatère, d'un carré, dont le nord est Chartres, l'ouest est Le Mans, l'est est Orléans et le sud est Blois et Tours. Donc cette zone-là, elle présente un certain nombre de caractéristiques. Au-delà du fait que Châteaudun se trouve lui-même à 130 km de Paris, on a un carré dont la diagonale mesure à peu près 150 km entre Orléans et Le Mans, et à peu près la même chose entre Tours et Chartres. Et donc c'est une zone où on a dénombré 3 600 000 habitants. Donc ce qu'on appelle une zone de chalandise, c'est-à-dire une zone dans laquelle un certain nombre d'activités peuvent et doivent se dérouler, notamment du point de vue de la mobilité. Dans cette zone, il y a aussi des fortes compétences. Un pôle de compétitivité Cosmetic Valley, un cluster pharma et un potentiel touristique que vous connaissez, qui commence avec le château de Châteaudun, mais qui s'étend jusqu'au château de la Loire. Voilà. Donc cette zone-là, si on dézoome, eh bien, c'est une zone qui mérite qu'on s'y intéresse. Alors, on zoome maintenant, et on s'intéresse à la base aérienne. Alors, la base aérienne, dont vous savez qu'elle est dans la partie sud-est de la ville de Châteaudun. Un petit rappel historique, l'activité aérienne remonte au début du XXe siècle. Alors, 1935, c'est la première date qu'on vous a mentionnée, mais on sait que dès les années 10, on a des activités aériennes historiques. Les pionniers de l'aviation viennent voler sur ce terrain, enfin sur ce site, sur plusieurs sites d'ailleurs, autour de Châteaudun, Blériot, René Barrier, Roland Garros aussi, effectivement, viennent se poser, viennent faire des vols d'entraînement, des vols de navigation, et donc ce coin-là sert de terrain d'expérimentation pour l'aviation naissante. Alors bien sûr, en 1935, c'est la création du terrain d'aviation, c'est consécutif à ces activités nombreuses, et surtout, c'est en même temps que la naissance de l'armée de l'air. L'armée de l'air, c'est 1934. Et donc très rapidement, la ville de Châteaudun fait un appel du pied à l'armée de l'air pour lui dire « Nous, on veut de l'aviation sur le site, on veut l'armée de l'air sur le site ». Et je crois qu'il y a une vingtaine d'hectares qui sont donnés à l'armée de l'air, qui est une armée naissante, encore une fois, qui n'a aucun patrimoine d'ailleurs sur ce plan-là. Et donc Châteaudun est un des premiers contributeurs de l'armée de l'air sur
sur le sujet du patrimoine, et donc offrira un espace, un camp d'aviation, c'est comme ça que ça s'appelait, à l'armée de l'air. À la veille de la Première Guerre mondiale, il y a 600 avions qui sont stockés sur le site. Très rapidement, ce site, il prend la vocation d'entreposage et d'entrepôt principal de l'armée de l'air. Donc en 1939, il y aura 600 avions. Et puis le site sera occupé par les Allemands, il sera bombardé, notamment par les Alliés, puis libéré. L'armée de l'air en reprendra possession et y créera administrativement une base aérienne, la base aérienne 279, en 1954. Donc ensuite, entre 1954 et 2014, c'est l'essor de l'entreposage. La spécialité de la base, c'est d'entreposer des avions. On verra que ça peut avoir une résonance, l'entreposage. Elle y a laissé un certain nombre d'actifs, notamment ces hangars. Et on verra à quel point ces hangars peuvent être utiles pour sa redynamisation. Et puis en 2014, dans le cadre des restructurations des armées, qui avaient commencé en 2008, il est décidé de fermer cette base, en tout cas de la transformer en élément air rattaché, qui est un dispositif administratif qui préfigure une fermeture, même si à l'époque rien n'est décidé. Et donc 2014, on rattache cet élément à la base aérienne 123 d'Orléans-Brissy. Et puis dans l'année 2018, une décision ministérielle entérine la fermeture définitive à l'horizon du mois de décembre 2021, donc c'est bientôt. Comme toutes les fermetures de bases et de sites, l'État, les collectivités locales signent un contrat de redynamisation de site défense sur lequel je ne m'appesantis pas parce que monsieur le sous-préfet vous le développera tout à l'heure. Mais ce contrat de redynamisation de défense doit aider la collectivité à reconstruire un avenir et notamment à reconvertir ce site. Fin août 2021, on ferme ce qui était l'élément air rattaché administrativement. On a fait une cérémonie de dissolution le 21 juillet et fin août 2021, l'élément air rattaché n'existe plus. Aujourd'hui, il reste un échelon liquidateur, une vingtaine de personnes qui sont là pour vider les bâtiments, les mettre en sécurité et préparer la transition, la cession vers potentiellement la communauté de communes. On verra aussi les problématiques ou les options qui sont liées à la cession tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que fin décembre 2021, il n'y aura plus de militaires sur la base. Pour autant, le site restera sous statut militaire, sous responsabilité militaire jusqu'à la cession, dont on vous parlera aussi tout à l'heure. Enfin, l'ensemble des travaux dont on va vous parler aujourd'hui, qui sont relatifs à cette cession notamment, mais pas uniquement, on va aussi parler de continuité aéronautique, ce qui est très important. Ils se font en partenariat avec l'État, avec les collectivités locales et avec un ensemble de partenaires que monsieur le sous-préfet détaillera tout à l'heure, notamment la Banque des Territoires, les collectivités. Un comité de pilotage, dirigé par madame le préfet François Souliman, préfet d'Eure-et-Loir, vient ordonner l'ensemble des actions qui sont décrites dans ce contrat de redynamisation de site défense. Alors, on a encore un peu plus zoomé. On s'approche du sol. Et le site, c'est un actif de 450 hectares. 400 hectares sur la partie aérodrome, au sud de la départementale 955, et puis 50 hectares au nord, dans ce qu'on appelait l'hippodrome, donc qui est une parcelle qui est plutôt dans la partie nord en direction d'Orléans. Un site d'une périphérie de 10 km de long, que c'est pas négligeable. On est allé à Châteauroux cette semaine et on s'est rendu compte que l'espace du site de l'aéroport de Châteauroux est plus petit que celui de Châteaudun. Il fait à peu près 350 hectares de mémoire, plus une quarantaine de réserves foncières, mais on est en dessous de 400 hectares. Donc l'équivalent, on vous a mis quelques ordres de grandeur, 630 terrains de football. Voilà. Ou un sixième du territoire de la ville de Châteaudun, si ça vous parle un peu plus. Si on revient sur la ville précédente, vous voyez la ville de Châteaudun et la surface de l'emprise, ça représente une surface pas négligeable à intégrer dans le paysage du Grand Châteaudun.
sur la genèse du projet et ce lien avec cette tradition aéronautique très ancienne, à la fois civile et militaire. C'est Dunois qui nous disait sur le marché, sur le terrain, il y a tout là-bas, il y a un héliport, une hélistation, une tour de contrôle, des grands hangars, une piste de 2,3 km de long. Donc il faut faire un aérodrome, il faut développer un aérodrome civil, il nous disait dès l'année 2016. Je les ai écoutés, on les a écoutés, et on a proposé cette idée dès l'année 2016, en lien avec ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire un fort passé aéronautique. Hein, Lionel le disait, dès 1912, côté hippodrome, vous avez un meeting aérien avec 10 000 personnes. C'est énorme à l'époque, hein, 10 000 personnes, on est au début de l'aviation. Et il y avait Roland Garros notamment, et donc là on était sur une valence civile. On rappelle Louis Blériot et la Beauce, et cette histoire aéronautique en Beauce, c'est le premier vol au monde de ville à ville, c'est entre Toury et Artenay, par Louis Blériot en 1908. Les frères Farman, c'était les avions fabriqués dans les années 20-30 à Chartres notamment, en Eure-et-Loire. Et toutes ces pistes en Beauce que l'on connaît, à Viabon, des pistes privées, voilà, qui est propice au développement de l'aviation. Vous avez même un livre à la Société Dinoise d'Histoire, un remarquable livre d'Alain Kurk sur les pionniers de l'aviation en Beauce, donc entre 1877 et 1914. Donc il y a cette forte tradition, y compris civile, aéronautique. Sur la base aérienne, donc on vous l'a dit, c'est 1935-2021. Pendant 86 ans, il y a eu des aéronefs militaires, des Mirage 3, des Mirage 4, des Fouga Magister, des Nord 262 qui ont volé au-dessus de nos têtes et au-dessus du ciel de Beauce. Donc on a plus d'un siècle, presque 110 ans d'histoire aéronautique, civile et militaire, et je pense que c'est important. Hein. On a un atavisme, comme on a un atavisme agricole ici, un atavisme industriel, on a un atavisme et un ADN fort au niveau de l'aéronautique. Et beaucoup du coup de compétences dans le Dunois, des pilotes civils, des pilotes de chasse, des mécaniciens aéronautiques, le GERSA, unité qui a été fermée, qui était au niveau du HM2, en gare militaire numéro 2, il y avait 80 mécaniciens. Hein, donc c'est-à-dire des mécaniciens qui réparaient, qui entretenaient, qui coucounaient, des aéronefs militaires pendant des années et des décennies. Et puis beaucoup de passionnés de l'aéronautique, on vous a mis quelques illustrations, le fameux meeting aérien de 2013 avec 60 000 spectateurs. Avec Canopée, on en reparlera, en faire une vitrine, un Duxford à la française, hein, vous savez, près de Londres. Il y a un Duxford qui retrace l'histoire de l'armée de l'air britannique, et nous, on veut, avec nos aéronefs, avec nos 36 plus 9 aéronefs, les 45, développer et promouvoir ce patrimoine, ce tourisme et cette richesse culturelle qui est la plus belle collection de France. On a la plus belle collection d'aéronefs militaires de France. On le visitait encore il y a quelques jours à des aérodromes qui sont proches, on le faisait visiter à des aérodromes qui sont proches d'ici. L'aéroclub Jean Fournier, qui est sous statut civil depuis 1978. Daniel Bonneval en est le président, il était là lors de notre première réunion publique. Pas plus tard que ce dimanche, il y avait une quarantaine d'aéronefs civils sur la base, sur le parking à Avion. On vous le montrera, ils venaient d'Étampes, ils venaient d'Amboise, Saint-Cyr-l'École, dans les Yvelines et d'ailleurs. Et puis, dernier point sur cette forte tradition, c'est cet arrêté interministériel de 1956, déjà conjoint entre le ministère des Armées et le ministère des Transports, qui donnait et qui permettait d'avoir une affectation principale militaire pour la piste et une affectation secondaire civile. C'est ce qu'on essaye de retrouver aujourd'hui, cette affectation civile, j'ai envie de dire principale, et qui doit déboucher sur un développement de l'aéro civil à Châteaudun. Voilà pour un petit peu cette tradition. On aime insister dessus parce que derrière il y a beaucoup de compétences, hein, encore une fois, de mécaniciens, de personnes dans le territoire qui savent ce que c'est que l'aviation et les aéronefs. À toi Lionel sur les zonings et les 5 zones du site. Alors avant de passer sur la carte, il y a un autre élément qui peut être mentionné si on s'intéresse aux traditions. Sur la base, aujourd'hui existe une société qui s'intéresse à l'histoire, une société dunoise qui s'appelle Mémoire et Histoire, merci, et qui s'est donné pour mission d'écrire l'histoire militaire de Châteaudun ou du Dunois. Et ils ont achevé un premier tome, et ils sont en train d'écrire le second. Et puis on leur a donné l'opportunité, en rassemblant le patrimoine de la base, on leur a confié et on leur a donné l'opportunité de faire une exposition dont une maquette existe aujourd'hui au deuxième étage du bâtiment du CGMTA, qui a vocation à être aussi montrée au public. Et ces gens-là cherchent des volontaires pour les aider, pour témoigner ou pour participer à cette aventure. Voilà, je referme la parenthèse, mais c'était intéressant de le dire à ce moment-là.
Alors voilà, ça va être notre fond de carte pendant une bonne partie de la présentation. On va le détailler partie par partie. On vous a mis des couleurs pour qu'on s'y repère un peu mieux. Et donc on va détailler tout au long de la présentation cette zone, enfin ces zones, ces 5 zones, en y décrivant un petit peu l'activité qui est passée et surtout celle sur laquelle on se projette. Alors, en bleu clair déjà, la zone vie. Enfin, c'est une zone vie et une zone administrative, d'accord ? Donc on va un petit peu détailler la nature des bâtiments et vous montrer à quel point on peut l'exploiter, comment on peut l'exploiter et quel type d'activité on pourrait y installer. La zone rouge, évidemment, c'est celle qui représente le plus bel actif, donc la zone aéronautique avec la piste, les hangars, maintenance, hangarette, taxiway, etc. Donc là aussi, on verra un petit peu ce qu'on peut espérer comme activité. En vert, donc en vert, il faut comprendre la partie haute, la partie nord et puis la partie sud. Dans le cadre de la session, sur un site de cette nature, il y a une étude d'impact qui est menée, une étude d'impact globale qui a été menée en 2018-2019. Et cette étude a mis en évidence que des espèces, pas forcément endémiques, mais en tout cas suffisamment rares pour s'y intéresser, avaient trouvé un habitat naturel propice à leur survie. Et donc, on a dénombré un certain nombre d'animaux, d'espèces. Donc, un papillon, le papillon hermite, un criquet, et puis un oiseau, le Dicnem criard, qui on retrouve par ailleurs, mais qui a trouvé aussi un abri favorable. Alors, pourquoi ils ont trouvé un habitat ? Parce que les terres qui sont là, elles n'ont jamais été exploitées, elles n'ont jamais été transformées, et donc elles sont dans l'état naturel qu'on pouvait trouver au début du XXe siècle. Et donc ces espaces, notamment ces pelouses calcicoles, elles constituent un habitat favorable pour ces espèces. Donc malgré l'aéronautique, ou avec l'aéronautique, à côté de l'aéronautique, ces espèces ont survécu. Et ça leur vaut aujourd'hui de se voir un petit peu attribuer pas un label, mais en tout cas un espace de préservation qui mesure à peu près 150 hectares, au sein duquel on ne construira pas d'élévation pour éviter de perturber cet habitat. Ça ne veut pas dire qu'on va pas y faire d'activité. Vous l'avez compris, vous me voyez venir. La seule activité qui est à peu près compatible avec ces espèces-là, c'est l'activité aéronautique, c'est celle qu'ils ont connue depuis 85 ans. Et donc, ça renforce, si on avait des doutes, notre volonté de maintenir une activité aéronautique. La zone bleue, c'est un projet que vous connaissez aussi, parce que vous avez sans doute entendu parler du projet d'implantation d'une ferme photovoltaïque. D'accord ? Aujourd'hui, on a un tracé qui sanctuarise 83 hectares, 83,7 hectares de panneaux photovoltaïques qui auront la capacité de produire 100 MW crête d'énergie électrique que l'opérateur qui a été choisi, EDF Énergie Renouvelable, sera habilité, après être passé en commission de régulation d'énergie, à revendre à EDF. Voilà. Donc ça aussi, on vous en parlera un petit peu. Et puis enfin, la zone sud, c'était la spécialité de la base, des hangars qui étaient dédiés au hangarage et à la préservation des aéronefs. Là aussi, on vous dira ce qu'ils ont de spécifique et quel potentiel ils ont au regard d'une reconversion. Donc les espaces naturels préservés, je vous en ai parlé. Je vous ai un petit peu dévoilé les espèces qui avaient été recensées. Donc pas d'emprise, pas d'exploitation, y compris agricole, pas de pesticides, ni d'engrais. Et donc ça a valu à ces espèces de trouver un habitat propice à leur épanouissement, à leur développement. Voilà. Donc là, évidemment, la zone verte qui est représentée, c'est l'ensemble des lieux où ont été recensées les espèces, mais tous les lieux ne sont pas aussi densément peuplés les uns que les autres. Et donc, il y a un choix qui a été fait, un choix qui présentait un certain nombre une densité au cœur de cet espace vert, et l'ensemble de ces espaces
qui présentaient une forte densité d'espèces à préserver sont sanctuarisées et la totalité représente 150 hectares. La zone aéronautique. La zone aéronautique, donc le principal actif de cette zone, c'est la piste, la piste principale. Donc la piste orientée 10-28, donc cap 100 côté est et puis cap 280 côté ouest, enfin précisément 98 et 278. Donc c'est la piste principale, 2300 mètres par 45 mètres. Il faut savoir que dans notre région Centre-Val de Loire, il y a 3 pistes qui mesurent plus de 2000 mètres. Voilà, 3 pistes. La piste de Tours, la piste de Châteauroux, qui mesure 3500 mètres, et puis la piste de Châteaudun. Voilà. Donc dans un territoire aussi vaste que la région Centre, finalement il y a assez peu d'équipements aéronautiques qui sont significatifs. Vous le savez, certains experts le savent, plus la piste est longue, plus il y a un potentiel pour des aéronefs pour se poser dans toutes les conditions météorologiques évidemment, avec les restrictions qui sont liées à la réglementation. Donc un actif très rare en région centre. Alors évidemment, il y a toutes les caractéristiques qu'on retrouve sur un terrain d'aviation, une tour de contrôle, une hélistation, des taxiways, donc des chaussées qui amènent à la piste, et puis aussi et surtout un parking aéronautique et des hangars. Donc ça, vous allez voir que c'est très important parce que tous ces éléments-là, alors je parle aussi des hangarettes, les hangars de maintenance et les hangarettes, tous ces éléments-là peuvent être valorisés dans le cadre d'activités centrées sur les services et la maintenance, la formation autour de l'aéronautique. Alors quelle aéronautique ? Eh bien, l'aéronautique qui a les mêmes caractéristiques que celle pour laquelle cette base a été faite, donc des avions similaires aux avions de chasse, pour parler plus simplement. Et donc c'est pour ça qu'on s'intéresse de près à l'aviation d'affaires. L'aviation d'affaires, ce sont des petits avions, des jets, des avions de taille aussi moyenne, quelques petits monocouloirs qui sont relativement importants. Tous ces avions qui pourraient se poser sur notre piste, se garer sur nos parkings et rentrer dans nos hangars. Voilà. C'est ça notre critère aujourd'hui, notre cible en termes d'activité. Et l'activité principale qu'on y voit aujourd'hui, ou les activités principales qu'on y voit, on a essayé de vous les lister un petit peu. Alors bien sûr l'aviation d'affaires, parce que quand on a un terrain comme ça et qu'on veut développer un territoire et qu'au fur et à mesure qu'on accueille des entreprises, on sait que les entreprises favorisent ou peuvent favoriser le déplacement en aviation d'affaires. Mais le principal de notre activité, celle qu'on cible en premier, c'est ces activités bord de piste. D'accord, des activités aéro-industrielles ou aéroservices. Donc la maintenance d'aéronefs, les centres de formation, un centre de formation notamment à la maintenance, aujourd'hui ce sont des capacités qui manquent dans notre pays. Évidemment du parking, on est allé à Châteauroux cette semaine, on a vu une vingtaine d'avions qui étaient parqués parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'avions qui ne volent pas, qui sont au sol. Ce sont des avions qui ont besoin d'être parqués, ce sont des sources de revenus qui sont propres à nous aider à développer le site et sa capacité. Et puis le hangarage évidemment, parce qu'on a des hangars pour ça, le stockage, avec une mention particulière pour ces techniques qui n'existent qu'ici à Châteaudun, qui sont le stockage sous enceinte à hygrométrie contrôlée, mais on en parlera un petit peu plus tard parce que ça concerne principalement la zone jaune que je vous ai montrée tout à l'heure. Et puis le recyclage avion, on a prouvé, notamment ces 3 dernières années, dans le cadre de l'activité de l'armée de l'air, qu'on pouvait installer une activité de recyclage avion, en tout cas que c'était possible, qu'on a instruit des dossiers d'autorisation environnementale qui sont arrivés à terme, et donc c'est aussi un métier d'avenir. On sait qu'on a énormément d'avions à démanteler dans les années qui viennent, et donc c'est une piste pour nous en tout cas. On veut aussi étoffer l'offre de loisirs. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un aéroclub qui était stationné sur une base aérienne, et donc qui avait tous les inconvénients à être stationné sur une base aérienne. Alors il avait des avantages, il ne faut pas non plus noircir le trait, notamment il bénéficiait d'une piste de 2300 mètres par 45. Je peux vous dire que les pilotes qui sont venus ce week-end
Ils adorent ça en fait, se poser sur une piste de 45 mètres de large pour un petit avion de loisir, c'est impressionnant et puis c'est une expérience. Mais l'inconvénient, c'était qu'on était sur une base, que c'était enclavé, que c'était pas ouvert, qu'il fallait faire des demandes d'accès pour venir. Ils en pâtissent encore un petit peu aujourd'hui, mais voilà, cet enclavement, ce repli sur soi, qui était propre aux armées et qui était d'ailleurs un gage de sécurité. Demain, il a vocation à voler en éclats. Alors, c'est pas qu'on fera plus de sécurité, on fera de la sécurité, mais on en fera autrement. Et on permettra notamment, on facilitera l'accès à ces activités qui sont des activités de loisirs. Aujourd'hui, c'est une chance dans le Dunois d'avoir un aéroclub qui propose des activités autour de l'aérien. Et puis, on a Canopé, dont parlait le président tout à l'heure, cette collection unique qui a été rassemblée à l'initiative d'un commandant de base en 2004, qui a grandi, qui aujourd'hui compte 45 avions et surtout qui raconte l'histoire de l'aviation de chasse et de l'entraînement de l'armée de l'air depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc le plus vieil avion qu'on a, je crois que c'est un ouragan. Et donc c'est aussi l'épopée d'assaut. Mais pas que ça, c'est un Mirage 4, c'est un Jaguar qui a fait la guerre du Golfe, c'est tout un tas d'avions qui eux aussi pâtissaient un petit peu du côté fermé de la base aérienne et qui vont bénéficier d'une ouverture au public et puis d'une médiatisation que cette collection mérite. Alors aujourd'hui, il y a une association qui s'occupe de Canopé, qui retrouve un peu de sérénité, parce qu'elle avait quelques problématiques juridiques, mais elle a retrouvé de la sérénité, elle est en ordre de bataille pour développer, pour valoriser cette collection, tout ça en partenariat avec l'armée de l'air, qui reste propriétaire, mais la ministre des Armées a écrit au président de la communauté de communes du Grand Châteaudun pour lui dire je laisse cette collection à la disposition du Dunois pour qu'elle soit valorisée. Donc c'est presque une mission qu'on a reçue. Merci Lionel. Sur cette zone aéronautique, il vous a dit tous ses atouts. Pensez, si on se projette un peu par rapport au Bourget, par rapport à Toussus-le-Noble, où il y a une saturation de l'espace, des hangars, du parking. Il y a une cherté aussi. Et donc ça, c'est des atouts que l'on a en étant proche de Paris, à 130 km de Paris. Et juste en bas, on vous a mis un petit peu la résonance de cet actif, donc de 2300 mètres de long. Vous prenez toutes les pistes, Angers, Rouen, Le Mans, Auxerre. C'est toujours des pistes de 1600 à 1700 mètres. Nous, on a une piste de plus de 2000 mètres, 2300 mètres. Et ça, c'est un actif, encore une fois, très rare et très important. Blois mesure 1252 mètres. Saint-Denis-d'Hôtel, c'est entre 1600 et 1700 mètres. Donc, encore une fois, dans la région centre, 2000 mètres, il y a 3 pistes. Plus de 2000 mètres, il y a 3 pistes. Alors, effectivement, j'ai pas assez insisté. Moi, ma conviction profonde, c'est que la maintenance aéronef, c'est notre première cible. Aujourd'hui, la maintenance des avions d'affaires, elle se fait dans des aéroports comme Melun-Villaroche, comme le Bourget. Ce sont des sites qui sont en saturation, qui sont surdemandés, et surtout qui pratiquent des prix au mètre carré, qui est le nerf de la guerre, qui sont très très élevés. Demain, avec une politique tarifaire compétitive, on est capable d'accueillir des opérateurs de maintenance qui eux-mêmes vont sans doute générer la possibilité d'installer un centre de formation, puisque aujourd'hui les centres de formation partent 145 qui sont la référence, ou en tout cas la réglementation européenne qui régit alors non, je me trompe, pardon, c'est 147 les formations. 145, c'est les opérateurs de maintenance. Mais cette réglementation européenne, elle impose une succession de phases théoriques et de phases pratiques. Et pour avoir des phases pratiques, il faut avoir des opérateurs de maintenance. Si on arrive à avoir des opérateurs de maintenance, on aura un centre de formation. Et un centre de formation de mécaniciens aéronautiques, c'est un centre de formation d'ouvriers spécialisés. Et donc ça rajoute de la qualité à l'environnement, emploi, formation dans le pays. Alors la ferme photovoltaïque, ça c'est un projet qui date de 2018, me semble-t-il. Donc vous connaissez sans doute mieux que moi la genèse, un appel à manifestation d'intérêt dans la perspective de la fermeture et de la reconversion de ce site.
donc appels à manifestation d'intérêt auxquels répondent une dizaine ou une douzaine d'entreprises, au sein desquelles est sélectionné donc EDF Énergie Renouvelable, donc une entreprise qui a répondu à cette compétition, qui a été notée, évaluée comme les autres, et puis qui a remporté donc cet appel à manifestation d'intérêt, qui s'est engagé donc à produire pendant 30 ans 100 MW crête, aujourd'hui sur une surface qui fait 83,7 hectares. Voilà. L'objectif de cette opération, bien sûr, c'est de verser des loyers au Grand Châteaudun, qui sont estimés aujourd'hui à un peu moins de 600 000 € par an. Mais l'effet induit, c'est un effet environnemental important, c'est 100 MW crête, ça va amener le territoire à l'autosuffisance énergétique. Et ça, c'est un élément très positif pour le site, pour le sud du département, pour tout le territoire. Peut-être ces panneaux seront bien sûr travaillés et non réfléchissants pour l'aérodrome. Et vous voyez, quand vous cumulez espace naturel, ce qu'on veut faire en termes de dynamique d'avions hybrides, avions hydrogène, avions verts, et la ferme photovoltaïque, on est vraiment sur un projet à haute qualité environnementale. Hein ? Si on rajoute une activité de recyclage avion, et donc qui a aussi sa vertu environnementale dans la mesure où on réutilise les matériaux, on ne fait pas du greenwashing, on dit simplement que ces éléments-là sont de nature à avoir une connotation très très environnement, et c'est quelque chose de très positif. Alors, on vous met un planning prévisionnel que vous avez sans doute du mal à lire, mais le principal élément, ce qu'il faut retenir, c'est aujourd'hui, fin d'année 2021, EDF Énergie Renouvelable devrait pouvoir déposer son permis de construire. Donc c'est une étape très importante. La deuxième étape très importante, au-delà de l'obtention et du passage en commission de régulation de l'énergie, qui est une étape charnière évidemment, mais la deuxième étape, c'est l'ouverture du chantier, donc la pose du premier panneau qui est prévu par EDF Énergie Renouvelable au premier trimestre 2024. Et puis une mise en service de cette première tranche, à peu près les 2/3 de la capacité, 62,3 MW crête, dès le début de l'année 2025, tandis que la deuxième tranche, donc la deuxième phase, le chantier de la phase 2, commencera dans le milieu de l'année 2025 et s'achèvera au milieu de l'année 2026. Et donc, en milieu de l'année 2026, les 100 MW crête devraient être atteints. Et encore une fois, produire les effets qu'on vient de décrire. Pas d'autres éléments là-dessus, non ? Juste un point, alors désolé, c'est un peu petit, hein, mais en bas du graphique, en bleu, c'est le renforcement du réseau RTE. C'est pour ça qu'il y a 2 phases. Ils vont déposer un permis de construire EDF Renouvelable, mais il faut renforcer, j'ai envie de dire, considérablement le réseau RTE pour que le 100 MW crête puisse tenir après. Le réseau RTE qui passe de mémoire à l'ouest de la base de LFOC. Hein. Okay. Troisième zone qu'on a décrite, la zone vie, la zone d'activité nord. Donc c'est celle qu'on voit en premier quand on rentre sur la base. Hein. Vous avez un grand parking à l'entrée de la base qui est aussi sur le terrain militaire et qui sera cédé. Et ensuite, on rentre dans la zone vie. Et donc on rentre dans une zone où on trouve des bureaux, on trouvait un centre informatique, on trouvait un data center, on trouve évidemment un espace de restauration collective, le MES, qui a une capacité à délivrer 1300 repas par service, ce qui était à peu près l'effectif de la base au plus fort, hein, 1200 personnes. On y trouve des hébergements, un hébergement qui ne sert plus depuis longtemps et qu'il faudra réhabiliter vraisemblablement, hein, qui comptait 120 chambres, mais un deuxième bâtiment d'hébergement qui a des chambres dans un excellent état et surtout des chambres d'un niveau de prestation qui n'est pas du tout basique, c'est pas du Formule 1, mais c'est plutôt de l'Ibis Budget plus, avec un espace tout à fait intéressant par chambre, évidemment des sanitaires en excellent état.
Donc restauration, hébergement, vous en avez parlé, et puis après, plus on pénètre dans la base, plus on va trouver alors des bureaux, le CGMTA, hein, c'est un bâtiment où je crois qu'il y a 400 bureaux, donc un potentiel très intéressant pour installer des entreprises, du tertiaire, des entreprises de services. La fibre arrive presque au pied de la base, et donc ce sera très facile d'offrir l'Internet à haut débit à ces entreprises. Voilà. Et puis après, un certain nombre d'ateliers, de hangars, qui étaient plutôt destinés au traitement des matériels d'environnement de la base. Vous savez que sur un site aéroportuaire, on a des avions, mais on a aussi des tracteurs d'aérodrome, on a ici des chariots élévateurs, et donc ces éléments-là nécessitent de la maintenance. Donc on a un hangar qui fait quasiment 8000 m² qui était dédié à ça, et puis un entrepôt, ce qu'on appelait avant le SRTA ou l'ERT, pour ceux qui l'ont connu. Voilà, qui était l'entrepôt du site dans lequel étaient stockées les pièces de rechange de la base. Donc une variété importante de bâtiments. On peut rajouter aussi, et on le verra tout à l'heure plus en détail, mais une infirmerie qui est quasiment neuve, le bâtiment date des années 2000, dans un excellent état, on a déjà à peu près la fonction qui va remplacer l'infirmerie, on vous en parlera tout à l'heure. Et puis un bâtiment des pompiers, alors qui est ici représenté en bleu, mais qui pourrait être aussi dans la zone rouge, hein, technico-opérationnel, parce que les pompiers, c'est les pompiers d'aérodrome. Mais c'est pareil, une énorme capacité, hein, on doit pouvoir mettre 5 ou 6 camions, sachant qu'avec 5 ou 6 camions, on assure un niveau de sécurité incendie qui est très important. On est allé à Châteauroux, qui est une grosse base, ils ont 3 travées de camions. Voilà. Ici, il y en a 5 ou 6, je crois qu'il y en a 6. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette surface? À peu près 20 hectares. La somme, ça fait 12 000 m² de bureaux et d'ateliers, donc en fonction de comment on le compte, on peut arriver à des résultats différents, mais globalement, on se rend compte de l'importance de ce potentiel. Quand je parle de hangar et entrepôt, entre l'entrepôt, le hangar que je vous ai décrit, et puis on a comptabilisé aussi le HM2, on arrive à 20 000 m². Voilà, 3000 m² de restauration, 120 chambres, 8 logements, les logements qui sont un petit peu à l'extérieur de la base, mais qui sont aussi à comptabiliser, parce qu'ils seront dans la dot ou dans la session. Donc voilà, ce qu'on vous a expliqué un petit peu, les entreprises en lien avec l'aéronautique, mais pas forcément, pas uniquement, mais typiquement au CGMTA, c'est un bâtiment qui est très modulable, et donc on peut imaginer des salles de cours pour 10 personnes, ou pour 20 personnes assez facilement, des bureaux qui vont servir aussi pour la formation ou pour d'autres activités. Aujourd'hui, dans ce bâtiment, par exemple, on a une première entreprise qui opère depuis quelques mois, qui s'appelle Drone Pro 360, et qui fait de la formation théorique sur les drones. Elle fait sa formation pratique sur des sites de Châteaudun, elle demande régulièrement des autorisations de vol, et sa formation théorique, elle se fait ici. Donc c'est c'est sans doute la première entreprise qui est venue sur le site. Hein. Cette entreprise, voilà, elle doit donner des idées à d'autres pour s'installer. Aujourd'hui, elle a une salle ou deux, je crois, sous AOT, donc sous autorisation d'occupation temporaire. Et donc, elle y a son activité. Alors, c'est pas une activité à temps plein, mais elle pourrait la transformer en activité à temps plein, parce que, comme vous le savez, hein, sur l'activité drone, c'est une activité en plein essor. La réglementation a changé récemment, et donc maintenant, les formations sont obligatoires. Voilà, il faut imaginer toutes les activités qui pourraient se faire dans la typologie des hangars qu'on vous a vus et qu'on vous a cités. Bien sûr, le jour où ce site se densifie, l'hébergement prendra toute son importance, et surtout la restauration collective. On a une autre entreprise qui est en train de rentrer, c'est Alltrix. On remercie l'État, il y a une AOT qui a été faite, c'est au niveau du HM16. Alors comme vous entendez HM, c'est hangar métallique. C'est le numéro 16, donc il est aussi dans la zone de vie, et ils prennent de mémoire 2500 m² de mémoire d'espace. Deuxièmement, je pense qu'il faut qu'on travaille pour notre territoire du sud de l'Eure-et-Loire à bien le spécialiser.
On en parlait avec nos gens le retrouillent. Quand ils ont perdu Philips, c'est 1500 emplois. C'est une chute brutale pour une ville de 10 000 habitants. Parce que nos territoires ont besoin de se spécialiser dans des industries à valeur ajoutée, à haute valeur ajoutée. Alors on vous a parlé de l'aéronautique, de la cosmétique, de la pharma, enfin, qu'on travaille sur des sujets où il y a de la valeur ajoutée, de l'innovation. Comme ça, on a des emplois qualifiés. Ça va de l'ouvrier spécialisé, du technicien spécialisé au cadre. Mais ça va aussi surtout dans le fait qu'on innove, on se développe et on a un territoire qui est très résilient au niveau industriel et économique. Donc, c'est un peu aussi ce qu'on vous a mis dans cette slide. Lionel vous l'a indiqué, on a du très haut débit à côté, on a des bureaux. Et sur, par exemple, les formations aéronautiques, en fait, on a tout à proximité. Et les 3 piliers pour la formation, c'est les salles de cours, c'est GMTA, les bureaux, la restauration, capacité de 1300 couverts, petit déjeuner, déjeuner, dîner, 7 jours sur 7, et puis l'hôtel, 120 chambres. Toussus-le-Noble, par exemple, n'a pas d'hôtel. Il se loge dans le parc privé. Alors déjà, les formations de pilotes coûtent cher, mais là, on a le triumvirat ou le triangle indispensable pour développer ça. En plus, comme il vous l'a dit, on a des hangars, des hangarettes, pour faire le couple maintenance et école de formation maintenance, avec plusieurs hangars. Rien que dans la zone à côté, on est à 20 000 m² de hangars avec le HM3, 4, 5 et 6. Voilà, donc on a tous ces atouts ici, là, j'ai envie de dire, sous nos yeux et sous nos mains. Mais on va le détailler après, non? Je sais plus. Non, je peux revenir là-dessus. Effectivement, on vous a pas parlé trop des hangars tout à l'heure. Mais en fait, les hangars, ils se situent là. Donc, du HM3 au HM6, chacun de ces hangars a 4500, 5000 m² de surface utile. 4500, 5000 m². On met énormément de chantiers de maintenance sur des petits avions ou des avions d'affaires de taille moyenne. Après, on peut rentrer des avions d'affaires un peu plus gros. On sera limité par la hauteur, parce que ces hangars ne sont pas très hauts. Mais sur cette surface-là, on peut mettre pas mal d'activités pour chacun des hangars. La zone sud. Donc la zone sud, c'était la spécialisation de la base aérienne. Dans les années 60, et même avant, on a commencé, je vous l'ai dit à l'entrée de la Première Guerre mondiale, on a commencé à stocker des avions. On a déchargé en ça la base de Villacoublay, qui avait cette spécialité avant la guerre, quand Châteaudun est arrivé, parce que Villacoublay avait une autre destination et une autre utilisation en région parisienne. L'entrepôt s'est déplacé vers Châteaudun. Et puis dans les années 60-70, les avions ont commencé à avoir beaucoup d'électronique. Et donc la préservation des avions, donc le fait de les garder en inactivité, en interrompant leur vieillissement, a nécessité qu'on développe des techniques, notamment qui étaient liées au contrôle de l'hygrométrie. Donc on a commencé à mettre les avions sous cocon, d'abord individuellement, puis ensuite on a mis des grandes tentes dans lesquelles on a installé des assécheurs. Et quand on assèche, on réduit l'hygrométrie. Et si on réduit l'hygrométrie, on supprime les effets d'oxydation et donc de vieillissement. Ça, c'était le fonds de commerce de la base. Et c'était des techniques qui ont été développées, notamment aussi au travers de la présence de 2 équipes techniques, dont une s'occupait de méthodes de stockage. Et donc sur le site, on a une capacité, enfin même plusieurs capacités. D'abord, on a le hangar Poulmic, qui est ici. Voilà. Hangar Poulmic qui mesure 15 000 m². C'est un hangar qui est relativement grand. On arrive à avoir des hangars aussi grands maintenant, mais pour l'époque, c'était un hangar très grand et ça reste un hangar de très grande taille. On a 2 hangars. On en devine 4 ici. En réalité, il n'y en a que 2, parce qu'il y en a 2 qui ont été bombardés, le HM12 et le HM14. Alors sur cet espace-là, on a reconstruit un petit hangar. Mais on a 2 hangars de la même taille que les hangars du Nord dont je vous ai parlé, donc ils font 5 000 m². Ceux-là aussi ont une enceinte à hygrométrie contrôlée, mais qui est dans un état, qui est dans un moins bon état et qu'il faudra vraisemblablement déposer. Mais il reste cette capacité-là. Et puis, vous voyez ici, 3 hangarettes, 2 de plus, et puis on ne vous a pas cité les 3 premières qui sont là. Et sur le site, il y a 8 hangarettes. Les hangarettes, ce sont ces fameux demi-tonneaux que vous connaissez, dans lesquels on stocke des avions. Aujourd'hui, elles servent sur les bases opérationnelles pour mettre les avions de chasse qui sont la patrouille opérationnelle. Ces avions qui peuvent intercepter des avions ennemis ou qui peuvent aller secourir des petits avions en difficulté qui se sont perdus ou qui ont une panne. Et ces hangarettes, elles sont aussi sous hygrométrie contrôlée. Et donc c'est un actif particulièrement intéressant, notamment pour la préservation. Voilà. Et elles mesurent 700 m² chacune. Donc finalement, on se retrouve avec une surface
à hygrométrie contrôlée tout à fait intéressante et qui peut développer une activité de hangarage et de préservation des aéronefs qui a un potentiel assez intéressant. Je parlais de recyclage tout à l'heure. Ceux qui connaissent la base, et la photo en témoigne ici, ont vu énormément d'avions qui avaient vocation à être démantelés, mais que les armées, par défaut de crédit, ont laissé entreposer, par défaut de crédit et aussi en raison d'une évolution de la réglementation liée à l'amiante. Il se trouve que dans les avions militaires, les joints qui sont entre les couches métalliques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais contiennent de l'amiante liée, ce qui fait que ça présentait une difficulté en termes de démantèlement. Donc à partir de 2005, une loi sur l'amiante qui sort et qui interrompt un petit peu la capacité de démantèlement qui existait sur cette base auparavant. Et donc on a commencé à accumuler les avions, on a eu jusqu'à 300 avions de chasse, des avions de transport, des Transal, des Nord de 6E, qui ont été stockés sans issue de démantèlement. Et puis, au moment de la décision de fermeture de la base, un des prérequis qui avait été mis un peu sur la table par les élus, c'était que la base soit nettoyée, entre guillemets, de son cimetière, de ses carcasses. Et donc, les armées ont mis en place 4 contrats, dont le montant est très très élevé, hein, ce chiffre à plusieurs dizaines de millions d'euros, pour évacuer l'ensemble de ces avions. Et c'est aujourd'hui chose faite, c'est-à-dire que ceux qui connaissent la base ont vu 300 avions, aujourd'hui il n'y en a plus un seul sur le site. C'est le travail qui a été effectué ces 3 dernières années. Et donc notamment ces entreprises sont des grandes entreprises françaises, hein. On a Daher, Veolia Environnement et une entreprise qui s'appelle Tarmac Aerosave, qui est spécialisée dans le démantèlement des avions, qui elle a construit carrément une petite usine démontable dans lesquelles les cellules de Transal passaient et étaient découpées sur un axe longitudinal et en 13 parties pour être mis au gabarit de transport et évacué de la base. Une usine hermétique sur le plan pour préserver des poussières d'amiante. Et donc globalement, ce travail a été fait et la preuve a été apportée, y compris d'ailleurs dans le cadre d'un dossier, d'instruction d'un dossier assez complexe d'autorisation d'exploiter, qui est arrivé à son terme, qu'on avait tout à fait la capacité d'installer une activité de démantèlement. Et on sait qu'il y a un potentiel très important, il y a un effet de renouvellement de génération d'avions. On a des avions à hydrogène qui arrivent et qui pourront pas forcément, la motorisation ne sera pas forcément compatible avec les avions en service. Et donc il y a un renouvellement de génération d'avions qui va induire une charge de démantèlement très importante. Alors les chiffres qu'on a, 16 hectares de hangarage. Donc dans hangarage, on entend hangar mais parking aussi, du stockage. Et donc les hangars représentent 25 000 m², donc 15 000 ici, plus 2 fois 5 000. À hygrométrie contrôlée, même si, encore une fois, ces surfaces-là seront peut-être moins facilement maintenables en l'état sur le plan de l'hygrométrie contrôlée, mais 15 000 m², c'est déjà beaucoup. Voilà, on est arrivé au terme de la première partie de cette présentation, où on se projetait sur le potentiel du site, hein, ce site qui comporte un certain nombre d'actifs, c'est des actifs qui sont à transformer. Vous avez compris qu'on avait la volonté de se spécialiser dans l'aéronautique, d'abord parce que dans la région centre, il y a assez peu de sites qui sont spécialisés en aéronautique, ensuite parce qu'on est un aéroport, et donc c'est une activité naturelle, c'est aussi une activité à forte valeur ajoutée, comme l'a dit le président, et donc c'est une activité dans laquelle on va trouver énormément de développement et du potentiel parce que les activités qu'on cible sont en sous-capacité dans notre pays. Enfin, en tout cas, les actifs sont en sous-capacité par rapport aux activités qui sont ciblées. Je parlais de la maintenance, par exemple. Alors là, on a une étude de marché. Avant de réaliser toute cette projection, on a fait appel à un cabinet spécialisé, un cabinet qui nous accompagne,
Ce sont des experts de l'aéroport Nice-Côte d'Azur qui sont venus, à notre demande, réaliser une étude. Et donc l'étude, elle met en évidence la zone de chalandise. Alors c'est un mot qui n'est pas très joli, hein. Ça parle de gens en réalité, c'est nous, hein, c'est vous, c'est moi. Mais c'est cette capacité à capter des habitants. Et donc qui dit habitants dit activité, potentiellement mobilité aussi. Et donc l'idée c'est d'aller chercher des gens, combien il y a de personnes à 1h et à 1h30 du site. Et on trouve donc 3 600 000 personnes dans un rayon de 100 km et d'1h30 autour de l'aéroport de Châteaudun. Et donc c'est intéressant à plusieurs titres parce que ça démontre un certain potentiel pour installer de l'aéronautique et de l'aviation, même si aujourd'hui, pour nous, c'est un indicateur, mais encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est notre capacité à installer de l'activité aéro-industrielle. Tu voulais préciser des éléments, non? Vous avez les distances là, hein. Aujourd'hui, 40 km d'Orléans, 45 minutes. 40 km de Chartres, peut-être un peu plus. 50 km de Blois. Et puis Le Mans à 85 km, Tours à un peu moins de 100 km. Voilà. Et puis surtout 130 km de Paris, 100 km du sud de Paris. On est très près de Versailles et des Yvelines. C'est aussi ça qui vient enrichir cette zone de chalandise. Si tu veux. Donc cette étude de marché à Nice Aéroport Côte d'Azur, elle date d'avril 2021. On vous a mis que quelques slides en synthèse, parce qu'il y a une étude courte, executive summary, une étude longue de plusieurs dizaines de slides. On vous a résumé. Donc là, c'est le volet aviation d'affaires. Après, on vous parlera du bord de piste. Aviation d'affaires, vous voyez, donc il y a 3 types d'hypothèses, hypothèse basse, moyenne et haute. On va prendre la moyenne. Ouais, c'est toujours basse au niveau hypothèse conservatrice, moyenne et haute. Sous 2 ans, il nous voit à peu près 500-600 mouvements par an, 2024, en hypothèse moyenne. Un mouvement, c'est un décollage ou un atterrissage. L'aéroclub de Châteaudun, c'est 1000-1500 mouvements par an. Donc là, assez rapidement, il nous voit à 600 mouvements en hypothèse moyenne, et à 10 ans, en 2030-2031, on est à 1100. Donc c'est une croissance rapide. Et puis intéressante. C'est le point mort, pour des questions de gestion, le point mort c'est 4 mouvements par jour. Et on est à peu près au point mort avec ce que disait Lionel, avec beaucoup d'activités de bord de piste, de maintenance, de hangarage, etc. Et donc on sent qu'on a déjà une traction forte parce qu'on a une zone de chalandise à 3,6 millions, comme il l'a dit Lionel, hein, de Meudon, Blois, Orléans, Le Mans. On a une zone de chalandise naturelle, vous savez, c'est ce qu'on a toujours dit sur Châteaudun depuis le Moyen-Âge, c'est qu'on est très bien placé, hein, au carrefour est-ouest, hein, la route Orléans-Le Mans, la Bretagne, au nord-sud, la route de l'Espagne, la Nationale 10, Chartres et le sud. Donc on a une forte traction et j'insisterai aussi sur 2-3 points. DEVEUP, vous savez, c'est l'agence de développement économique de la région. Son conseil, ce qu'il nous dit, c'est spécialisez-vous sur l'aéro et faites un écosystème de l'aéro. C'est-à-dire que si demain on a un écosystème un peu large, on a un peu tout un panel, de la maintenance, du hangarage, etc., de l'avion hybride, du drone, mais on creuse le sillon là-dessus, on a un avantage compétitif. Vous savez, Michael Porter et d'autres, profs à Harvard, parlaient d'avantage compétitif ou comparatif d'un territoire. Nous, c'est le nôtre parce qu'on a 110 ans d'aéronautique derrière nous, parce qu'on a ces actifs qu'on vous présente depuis quelques dizaines de minutes avec Lionel, avec tous ces hangars, toute cette piste, etc., cet héliport, la tour de contrôle. Et donc, il faut creuser ce sillon. Vous savez, Chartres est bien dans la Cosmetic Valley, Dreux dans le pôle pharma, en Vendée, c'est notre spécialité, en Italie, dans certains districts, c'est notre spécialité. Nous, ça peut être se creuser aéronautique, encore une fois, sous toutes ses formes et ses différentes facettes. Donc, ce qui nous permet, avec cet écosystème, de monter en gamme également. Et puis, je rebondirai sur ce que dit Lionel, parce qu'il le dit très bien. En fait, ce qu'on veut faire, c'est passer du militaire au civil avec des aéronefs à peu près de même taille. Hier, c'était des Mirage 3, des Mirage 4 et d'autres avions. Et demain, c'est des Falcon, c'est des TBM, c'est des Citations. Et c'est des aéronefs. Et c'est passer du militaire au civil. C'est-à-dire, naturellement, j'ai envie de dire, on bascule du militaire au civil sur un site où pendant 86 ans, on a eu des aéronefs qui ont volé, qui ont atterri, qui ont été coucounés, qui ont été
hangarés et autres. Donc ce qu'on a bien fait au niveau militaire, il faut maintenant le réaliser au niveau civil. Il y a des références historiques de cette transformation. À la fin de la Première Guerre mondiale, Louis Blériot qui crée l'aéropostale, et il l'a créé sous les fonds baptismaux des avions de la Première Guerre mondiale. Il profite de l'élan du développement de l'aviation pour créer une activité civile, aller porter et unir les hommes et aller leur porter le courrier avec des avions qui ont fait la guerre. Et il y avait une toute autre destination. C'est un petit peu ça l'image. L'image, c'est de civilianiser l'activité et de récupérer les caractéristiques physiques des avions qui ont façonné cette base pour y installer des activités avec des avions avec des caractéristiques physiques similaires. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi qu'on soit réaliste. Ces activités-là sont des énormes efforts d'investissement. Et donc, on a besoin au départ de pouvoir partir avec assez peu d'investissement, réutiliser les surfaces telles qu'elles existent avant, petit à petit, par la politique des petits pas, d'améliorer cet actif, de le valoriser et puis pour augmenter l'activité. Et on a besoin dès le départ. Et aujourd'hui, les hangars qu'on a, certains sont quasiment tout de suite exploitables pour installer des opérateurs de maintenance. C'est notre schéma en fait, c'est comme ça qu'on veut partir. Et je pense que Louis Blériot, en son temps, il a pris les avions dont il s'est servi pendant la guerre, et puis il a ouvert les lignes qu'on connaît aujourd'hui. Juste un mot, on rappelle toujours la finalité, peut-être le slide d'avant. C'est vraiment un booster économique, industriel, touristique. C'est ça la finalité. Hein. Un aérodrome, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas une fin en soi, mais c'est un moyen de se désenclaver. Aujourd'hui, quand tu veux faire Châteaudun, Perpignan ou Milan ou des villes en Europe, c'est difficile, c'est long. Demain, tu peux être à 1h20 d'une ville en Suisse, en Italie, en Allemagne. Il y a beaucoup d'industriels dans le territoire. Et demain, on espère en attirer grâce à ce désenclavement, à cette attractivité, qui ont besoin d'aller voir leurs clients, leurs fournisseurs rapidement, avec des aéronefs à 3 ou 4. Il y a des business models, on va pas vous les décrire là, mais c'est presque plus rentable aujourd'hui, il y en a un qui nous le disait, de faire Strasbourg-Biarritz en avion, ou Vorweg ici, ou d'autres industriels, hein, parce que tu n'as pas de nuit d'hôtel, parce que tu rentres chez toi le soir, parce que tu peux travailler dans l'avion. Enfin voilà, il y a des business models, il y a des amortissements pour l'IS, pour les entreprises, quand ils ont des avions basés dans un territoire, etc. etc. Donc voilà, l'idée c'est un booster économique derrière. Et il ne faut pas se tromper, ce modèle-là échappe au modèle de la loi climat et résilience. La loi climat et résilience, elle dit qu'on ne pourra plus sur le territoire relier des villes que le train dessert facilement avec un critère de temps. C'est vrai, mais l'aviation d'affaires n'est pas dans ce critère-là. L'aviation d'affaires pourra perdurer, et le modèle d'aviation d'affaires doit perdurer parce qu'il donne une agilité aux entreprises. L'aviation d'affaires, c'est pas l'aviation des riches, c'est l'aviation des entreprises. Ça, c'est important aussi de bien l'intégrer. Et encore une fois, le modèle, il peut être économique pour un avion où il y a 3 ou 4 ingénieurs qui vont faire un aller-retour dans un endroit qui est assez mal desservi, où il faut plusieurs connexions. Et il faudra prendre du temps, ça prendra peut-être 2 ou 3 jours pour faire l'aller, le retour, la réunion, les nuitées. Ce modèle-là, il est simplifié avec l'aviation d'affaires, parce que des terrains, il y en a partout. On peut décoller à Châteaudun et puis se poser assez rapidement sur le lieu de réunion et revenir. Voilà. Alors, la planche suivante, forcément, vous ne la voyez pas très bien. Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement zoomer un peu. C'est toujours voilà. L'étude de Nice-Côte d'Azur, hein, aviation d'affaires d'abord, et maintenant le bord de piste, et toutes les possibilités en bord de piste. Enfin, en tout cas, plusieurs possibilités, pour vous montrer qu'il y a une liste large, très large, des drones. Voilà, et puis ça vous donne un petit peu la manière dont sont présentées les choses dans ce genre d'études. Il y a des activités extra-aéronautiques, des activités plutôt autour... Ah pardon. Merci de me dire, je vais vous le sortir. Et vous l'amener. On va le faire en direct. Je cherche ma souris. Voilà, elle est là. Voilà. Donc ce genre d'études, en fait, il nous explique la nature de l'activité.
aéronautique, non aéronautique, et puis la nature de la source de revenus. Vous avez compris que l'équilibre économique, il était important. Hein, c'est un développement économique, et donc en face des coûts importants qu'on va devoir mettre pour gérer le fonctionnement et l'investissement, on a des recettes qu'on va devoir essayer de capter le plus tôt possible. Et donc voilà, activité aéronautique, on vous en a parlé depuis tout à l'heure, le hangarage, la maintenance, l'entraînement. L'entraînement, redevance parking, atterrissage, et puis tout ce qui est induit, indirect, la restauration, l'hôtellerie. On est allé à Châteauroux, on vous l'a dit, hein, cette semaine. On a vu, c'était quelle compagnie Transavia, qui, en fait, ils louent la capacité de l'aéroport. Donc pendant une journée, ils viennent, ils font des vols d'entraînement, atterrissage, décollage, et puis ils viennent sur le site pour y former leurs équipages dans les avions. Alors c'était des gros avions là en l'occurrence, hein. Il y avait plusieurs équipages, et comme ça ils viennent louer une capacité, ils payent des redevances. À chaque fois qu'un avion se pose, ils payent une redevance. À chaque fois qu'il fait le plein de carburant, ils payent une taxe sur le carburant. Et il y a tout comme ça un système de taxes qui génèrent des revenus. Le fret et la logistique, bien sûr, et puis toutes les activités que vous voyez ici. D'accord, formation aéronautique. Après, ça, ce sont des extrapolations autour de simulation de parachute. Aujourd'hui, c'est pas dans notre périmètre, mais pourquoi pas. Le musée de l'aéronautique, c'est certain que ça ira. Voilà, la simulation. Et puis il y a des bases aériennes ou des sites en reconversion qui se sont spécialisés dans le cinéma 360, dans l'événementiel aussi. Voilà. Donc l'idée, c'est pas de vous montrer une liste exhaustive, hein, c'est de vous montrer comment c'est présenté et la nature du revenu, et puis les sommes qui sont ce qu'on appelle les métriques ou les éléments de valeur ou de chiffrage qui permettent de savoir à peu près ce que peut rapporter une activité. C'est ça aujourd'hui le cœur de la redynamisation, c'est de créer une zone d'activité qui va générer des revenus pour le territoire. En même temps, elle va générer aussi des emplois. Hein. Il ne faut pas s'y méprendre. Un des premiers objectifs, c'est de créer de l'emploi. Sur la partie droite, on vous a mis deux atouts précieux. Vous savez, dans l'industrie ou les services, on parle de POC. C'est la Proof of Concept en anglais, donc preuve de concept. Et ce site a un POC confirmé, ça fait très longtemps des décennies qu'il y a des avions qui volent. Ce que je vous disais hein, hier, des avions de chasse, demain des avions à la demande, des avions taxi ou tout type d'aéronef. Ça, c'est important. Donc, on a un POC confirmé. Deux, c'est un aérodrome brownfield. Dans le domaine économique où les banquiers, ce qu'ils regardent souvent, ils regardent le greenfield. Le greenfield, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. On part de rien. Et brownfield, c'est que c'est marron, hein, c'est que le terrain, il y a déjà des choses qui se passent. Et c'est ce qui se passe depuis 86 dans ce terrain. Il y a eu des vols, évidemment, énormément. Militaires, beaucoup, civils également. Et donc, on a des activités historiques. Et puis, c'est aussi pour ça qu'on est transféré dans le cadre de la loi NOTRe, puisqu'on est à brownfield, puisqu'il y a un passé historique. Voilà en 3 slides la synthèse de l'étude de marché. On est accompagné par Nice Côte d'Azur, côté aéro. On est accompagné par la Tournerie Wolfram, côté avocat, un grand cabinet d'avocats parisien spécialisé dans les infrastructures et l'aéronautique. Et par Abington, c'est un cabinet d'audit, une spin-off d'Ernst & Young, côté plan d'affaires, business plan, qui nous ont fait un business plan sur 15 ans. Et puis, le dernier accompagnement, en tout cas notable et qu'on veut vous indiquer en synthèse ce soir, c'est CGX Aéronautique. Donc là, ça va être les slides suivants. Et j'en profite pour vous dire qu'on a déjà travaillé le guide tarifaire avec les prix sur des redevances d'atterrissage, comme le disait Lionel, de stationnement, etc., etc., ou redevances domaniales. Donc on est prêt également sur le domaine des tarifs et des prix. Alors oui, il y a la question de l'écran. Alors il nous reste 3 slides, 2 sur CGX Aéro. Donc il y a une entreprise de Toulouse qui est spécialisée dans pas que, une de ces 3 branches, c'est le zoning, le plan de composition générale. Parce que voilà, on a 400 hectares, on a un site immense. La question, c'est comment on le structure. Et vous savez, comment on veut faire un zoning, bien sûr de court terme, mais surtout de long terme. Où on met quoi?
Et parce qu'une fois qu'on a positionné cela, ça peut ne pas bouger pendant des années sur du moyen, voire du long terme, voire du très long terme. Alors à toi, Lionel. Et donc là, sur cette planche-là, on voit typiquement l'exercice qui est réalisé. Il faut qu'on arrive à réutiliser les bâtiments sur le court terme, parce qu'encore une fois, il y a une question d'investissement initial qui est très lourd à porter. Et donc, l'objectif, c'est d'abord de réutiliser les bâtiments existants et de lancer l'activité. Une fois que l'activité est lancée, elle va générer des revenus qui peuvent être réinjectés pour améliorer la capacité. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on installe durablement des entreprises ou des structures dans ces espaces si, sur le long terme, le développement aéroportuaire ou autre, mais principalement aéroportuaire, a vocation à utiliser ces espaces. Et donc, il y a un schéma d'aménagement, ou ce qu'on appelle le plan de composition générale, qui nous donne la cohérence sur le court terme et le long terme. Et donc, là, on vous a mis une illustration. Elle est importante, cette illustration, parce que c'est comme ça que ça va commencer. Alors, on est peut-être un peu perdu sur la base, mais vous voyez ici, on a le hangar HM3. Vous vous souvenez des 4 hangars qui sont les uns derrière les autres. Voilà. On a ce hangar-là, et donc on est un petit peu à l'angle du parking aéronautique. Ici, on a ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est l'infirmerie, un bâtiment dans un excellent état. Et ce bâtiment, on va le transformer en un centre de service aéronautique. Donc, quand les avions vont se poser et décoller, ils ont un certain nombre de formalités à faire, à prendre la météo, à déclarer leur vol, créer un plan de vol, ce genre de choses. Et donc, c'est ce bâtiment qui va produire cette fonction. Ici, ces 2 bâtiments là et là, c'est les bâtiments des pompiers. Ben, on va les réutiliser dans leur état, parce qu'ils sont utilisables. Et demain, si on devra avoir un service de lutte contre l'incendie, eh bien, on les installera naturellement dans cet espace. Et donc finalement, le cœur de la renaissance aéronautique, en tout cas des services aéronautiques, ça va se faire là. Voilà. Donc ces zones-là seront occupées à ça. Et bien évidemment, ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on s'ouvre sur l'extérieur. Aujourd'hui, il y a une clôture de la base qui est le long de la route départementale. On va ouvrir cette clôture. Alors on va réaménager une autre clôture parce que la sécurité aéroportière, c'est un élément très important d'un aéroport. C'est la préfecture qui signe un arrêté de police qui sera préparé en temps et en heure. Et donc, on a la volonté et le schéma de reconstruire une clôture, mais plus en dedans, et donc d'ouvrir vers l'extérieur tous ces espaces, et notamment celui-là, pour que les entrées et les sorties vers l'aéroport puissent se faire normalement. Bien évidemment, la clôture, elle va être entre les bâtiments, et les bâtiments eux-mêmes vont constituer une partie de la clôture. Et donc ce seront des contrôles d'accès aux bâtiments qui vont permettre de filtrer et d'être sûr que les flux entrants et sortants sur la partie aéronautique sont maîtrisés. Voilà. Mais donc c'est une illustration. Donc on y prévoit aussi une zone de restauration à court terme. Pourquoi ? Parce que dans l'aéronautique, autant l'aviation d'affaires que l'aviation de loisirs, eh bien, on sait qu'un restaurant, c'est un facteur d'attractivité. Les gens qui font de l'aéroclub, ils aiment bien décoller, se poser sur un endroit qui présente un intérêt, et celui-là, ils en présentent au moins 2. Celui de pouvoir offrir une piste de 45 mètres de large, 2300 mètres de long, on en a parlé, et puis celui de pouvoir offrir une collection aéronautique, la collection canopée. Si en plus on leur met un restaurant, ils y passent la journée. Voilà. Donc la restauration, ça fait partie des éléments importants à mettre en place. Le FBO, je vous en ai parlé, donc le centre de service aéronautique, ça s'appelle Fixed Base Operation, donc c'est sur la partie infirmerie. Et puis donc si on veut connecter avec les premiers services qu'on va pouvoir mettre en œuvre, eh bien il y a l'autre partie. Donc là, on était ici, le FBO, donc c'est ce bâtiment-là. Et donc l'étape suivante, c'est d'utiliser le parking, et puis d'utiliser un premier hangar, voire les 2 premiers hangars. Un hangar pour stocker ou pour simplement entreposer les avions d'affaires qui vont passer, qui vont rester 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, plusieurs nuits. Et puis un hangar issu, celui-là, qui est sans doute le plus propice pour installer un opérateur de maintenance et effectuer des opérations de maintenance. L'aviation d'affaires va chercher ces économies d'échelle en matière de coûts pour la maintenance. Un propriétaire d'avion de maintenance
se moque royalement de savoir où est-ce qu'on va faire l'opération de maintenance de son avion. C'est pas lui qui va la faire, il va le laisser là pendant 15 jours, 3 semaines, et ensuite il va le récupérer. Mais ce qui est sûr, c'est que l'opérateur de maintenance qui est installé là paiera beaucoup moins cher au mètre carré que ce qu'il paye au Bourget. Et ça, il va le répercuter dans ses prix. Et donc, pour nous, c'est un facteur d'attractivité. Si on rajoute à ça les incitations fiscales qui sont liées à la zone de défense, de reconversion, et puis les incitations à la création d'emplois qui sont aussi dans le CRSD, et donc parlera tout à l'heure monsieur le sous-préfet, eh bien, on a un certain nombre de facteurs d'attractivité pour installer ces entreprises. Voilà. Donc, c'est aussi pas exhaustif, bien entendu, l'étude, elle porte sur bien plus que ça, elle porte sur le court terme et le long terme, mais on a voulu vous montrer en quoi ça consistait, une étude dite de composition générale, ou un plan de composition générale, en anglais un master planning, pour aujourd'hui utiliser les infrastructures existantes et demain recomposer le paysage progressivement en gardant le passé pour ce qui est de l'activité en cours, mais en projetant sur des capacités nouvelles aptes à augmenter encore l'activité. Alors, la dernière slide, c'est une planche, je dirais, de synthèse, ou en tout cas, ça fournit un certain nombre d'informations complémentaires. Il y a un élément dont on ne vous a pas parlé, c'est le processus, notamment le processus qui relève du pilotage de ce contrat de redynamisation de site défense, l'ensemble des groupes de travail et des structures qui sont mises en place. Et je vais passer la parole à monsieur le sous-préfet qui va vous donner ces précisions. Merci en tous les cas pour la présentation de la communauté de communes. Et donc, on a quand même fait ce soir un focus, comme l'a rappelé monsieur le président, sur le devenir de la base, et notamment sa vocation aéronautique. C'est un élément fort du contrat de redynamisation de site de défense, mais ce n'est pas le seul élément. Le contrat de redynamisation du site de défense, le deuxième, il y en a eu un premier à la fermeture de la base, qui a permis notamment sur Châteaudun la rénovation de la caserne Kellermann et un certain nombre d'opérations. Il y a un deuxième contrat qui a été signé entre l'État, les collectivités territoriales, la communauté de communes du Grand Châteaudun, le conseil régional Centre-Val de Loire, le conseil départemental d'Eure-et-Loire, les chambres consulaires, la Banque des territoires, et ce contrat qui avoisine les 20 millions d'euros à peu près, permet d'avoir un financement de l'État à hauteur d'à peu près 7,5 millions d'euros, et qui permet à la fois de traiter très spécifiquement les emprises qui sont libérées par les armées, c'est le cas notamment de la base aérienne, qui permet aussi de valoriser l'attractivité de la ville-centre de Châteaudun. Donc il y a quelques opérations qui sont prévues là également autour de ça, mais aussi qui permet la création et le développement d'entreprises, filière aéronautique et toute filière. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons cheminer ensemble, les services de l'État, les collectivités, les représentants des chambres consulaires, et c'est pour cette raison qu'il y a un comité de pilotage qui se réunit tous les mois avec Madame le Préfet, Monsieur le Président de la communauté de communes et un certain nombre d'élus, le député de la circonscription, les représentants du conseil régional, du conseil départemental, la Banque des territoires, un certain nombre d'administrations et de services de l'État. Je pense notamment pour le ministère des Armées à la délégation à l'accompagnement régional qui coordonne sur l'ensemble du territoire français toutes les opérations de redynamisation des sites de défense qui ont été cédés ou qui sont en passe de l'être, et qui fait le lien avec tous les services et toutes les directions du ministère des Armées, la Direction générale de l'aviation civile, avec aussi sa composante Direction de la sécurité de l'aviation civile, Ouest, qui est compétente pour toutes les règles de sécurité aérienne sur l'ensemble du territoire. Et donc ces partenaires, je pense aussi à la Direction départementale des finances publiques et à des services de l'État du niveau régional ou départemental tels que la DREAL et la Direction départementale des territoires, parce que c'est un cheminement, cette reconversion de site qui est assez technique, très réglementaire et qui est un peu à 360 degrés. Donc le CRSD qui a été signé fin décembre 2019, il a déjà permis de financer des études qui ont conduit à la fois à avoir
une analyse des conséquences du départ des armées sur le Dunois en particulier, qui a conduit aussi à pouvoir missionner avec des cofinancements de la plupart des acteurs les études dont sont issus un certain nombre de slides, qui conduit aussi à se projeter et à pouvoir accompagner la communauté de communes en termes de ressources humaines, en termes d'ingénierie de projet, pour pouvoir être un acteur incontournable et recevoir un certain nombre de sites. Au-delà du comité de pilotage, il y a 3 groupes de travail qui ont été institués. Un premier groupe de travail que je pilote à la demande de Madame le Préfet avec Monsieur le Président de la communauté de communes, qui travaille sur les modalités très réglementaires de cession des emprises entre l'État et la collectivité bénéficiaire. Un deuxième groupe de travail que pilote le secrétaire général de la préfecture avec le président de la communauté de communes, qui travaille sur le développement économique et industriel, mais de l'ensemble du Grand Châteaudun, enfin du bassin d'emploi et de vie du Grand Châteaudun. Et puis, un peu plus récemment, un groupe de travail qui a été créé à la demande du président de la communauté de communes sur l'amélioration de la desserte ferroviaire entre la capitale et la capitale dunoise, entre Paris et Châteaudun, avec un travail qui est mené en concertation avec la région, qui est l'autorité organisatrice des transports. Pour ce qui concerne des modalités de cession, la cession, elle concerne 2 emprises particulières. La base aérienne, dont on a vu le contour et le plan, et le terrain qui est de l'autre côté de la route dont vous avez parlé, qui est le terrain de l'ex-hippodrome dans lequel se trouvait jadis un mess et qui fait 50 hectares. Donc ce sont les 2 emprises qui font l'objet d'une procédure de cession. Elles ne vont pas être cédées de la même manière et selon les mêmes modalités. C'est un peu plus compliqué que cela. Pour ce qui concerne le terrain de l'ex-hippodrome, qui n'est plus affecté au ministère des Armées, mais qui est dans le domaine immobilier de l'État, il sera cédé à l'euro symbolique à la communauté de communes du Grand Châteaudun, qui en a fait la demande. Cette procédure est une procédure un peu complexe, un peu longue, mais on a travaillé en avance de phase pour essayer de faire aboutir assez rapidement cette procédure, y compris dans les actes notariés qui en découleront. Et donc, on a l'espoir de pouvoir avancer sur cette cession pour qu'elle intervienne soit en fin d'année 2021, soit en tout début d'année 2022. Ça, c'est pour ce terrain-là. Pour ce qui concerne la base aérienne, qui est plus importante, et pour permettre la continuité aéronautique qui est indispensable, il faut utiliser un vecteur législatif et réglementaire qui est différent. C'est la loi NOTRe qui a prévu dans son article 21 la possibilité pour l'État de céder une emprise aéronautique civile à une collectivité territoriale. Et cet article-là, un décret d'application vient de sortir à cet été, le 27 juillet dernier. C'est une nouvelle procédure, c'est-à-dire que l'État doit faire un dossier complet sur le site qu'il compte céder, avec les infrastructures qui s'y trouvent, les bâtiments, les espaces, un certain nombre de données sur toutes les installations qui sont cédées. Ce dossier d'information est en cours de constitution par l'ensemble des services de l'État concernés, en premier lieu le ministère des Armées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut que ce terrain soit cédé, c'est-à-dire au niveau du volet aéronautique, qu'il devienne d'une emprise militaire principale qu'il était à une emprise civile en termes d'affectation aéronautique. Et donc c'est un arrêté interministériel qui doit intervenir entre le ministère des Armées, le ministère délégué au transport, et qui va indiquer qu'à compter de telle date, le transfert se fera. Ce site n'aura plus une vocation aéronautique militaire, telle qu'elle l'était principalement prévue par les textes. Il deviendra un site avec une affectation aéronautique civile. Donc c'est ce document-là, quand il paraîtra, qui déclenchera la procédure qui est à la main du préfet de région et qui va solliciter, au moyen du dossier d'information constitué par les services de l'État, qui va solliciter les collectivités locales pour voir lesquelles sont candidates. Alors bien évidemment, la communauté de communes du Grand Châteaudun, de longue date, a fait valoir sa demande de pouvoir être bénéficiaire de ce site,
Elle l'a fait par des délibérations assez lointaines et encore plus récemment par une délibération de décembre 2020. Donc la communauté de communes va se porter candidate. Enfin, je ne peux pas parler à la place du président, mais c'est effectivement ce qui est prévu. Il se peut qu'il y ait une autre collectivité qui se porte candidate. Pour l'instant, nous n'en savons rien, mais ce n'est pas impossible. C'est prévu par la procédure. Quoi qu'il en soit, cette procédure, ça nous met quelques délais de mise en concurrence, si jamais il y a plusieurs candidats, ou d'examen particulier du dossier. Et donc, ça va nous conduire, vraisemblablement, si on agrège tous ces délais administratifs et réglementaires, cette période de consultation, ça va nous conduire à procéder à une cession de l'emprise, vraisemblablement à la fin septembre, début octobre 2022. Donc, actuellement, le site est encore propriété de l'État, ministère des Armées, qui en est l'affectataire, jusqu'au moins le 31 décembre 2021. Au-delà de cette période-là, il n'y aura pas une période de vide. C'est toujours l'État qui sera propriétaire de l'emprise. Au niveau aéronautique, c'est toujours le ministère des Armées qui assurera la responsabilité aéronautique du site. Mais par contre, la cession, elle ne devrait intervenir et être validée dans les textes que vraisemblablement fin septembre 2022. Pendant ce temps-là, et depuis déjà de nombreux mois, beaucoup de choses se font en avance de phase. Vous avez vu tout le travail qui a été développé là par la communauté de communes du Grand Châteaudun. Je rappelle que du côté des services de l'État, il y a tout un travail qui est effectivement fait également. Je pense notamment à la direction départementale des finances publiques qui accompagne toutes les procédures de cession, puisque la DDFiP, Bercy si vous voulez, est le notaire de l'État lorsqu'il vend des terrains. Donc il y a des évaluations qui ont été faites sur ces terrains, qui seront cédés à l'euro symbolique, mais pour autant on les évalue. La base aérienne a été évaluée à 44 millions d'euros. Le terrain de l'ex-hippodrome est évalué, je crois, à peu près 950 000 euros. Voilà, donc il y a un travail qui est fait en temps masqué par la direction des finances publiques. La direction départementale des territoires et l'ADREAL travaillent notamment avec EDF Énergie Renouvelable et avec la communauté de communes pour travailler tous les sujets de dépôt du permis de construire, de mise en œuvre de ce projet important et structurant pour le territoire, avec des délais aussi qui sont assez contraints. L'ADREAL et la DDT vont travailler avec la Chambre d'agriculture sur toute la partie dont on a peu parlé, c'est la partie verte, mais qui va donner lieu à tout un travail, un accompagnement pendant plusieurs mois. Et puis la Direction générale de l'aviation civile travaille avec nous pour voir jusqu'à quel niveau le site est compatible avec une activité aérienne. Actuellement, ce qui va être assuré, c'est la continuité aéronautique civile de l'aviation légère et de loisirs. Ça, c'est ce qui existe actuellement et qui sera préservé par l'application de la loi NOTRe. Pour ce qui est de l'aviation d'affaires ou de l'aviation commerciale, ça sera une deuxième étape qui est déjà préparée, parce qu'avec le travail qui est fait sur des activités de bord de piste et toute la présentation qui a été faite, c'est un élément important. Mais ça nécessitera aussi à nouveau des échanges et une mise au niveau, une mise aux normes et un accord de l'État sur ce volet-là. Et donc ça, c'est un travail au long cours. Les groupes de travail se réunissent tous les mois et le comité de pilotage tous les mois également. Et donc nous, on veut, au niveau de l'État, assurer la continuité aéronautique entre l'activité aéronautique militaire et l'aéronautique civile, activité de loisirs, activité d'aviation légère et de loisirs dans l'immédiat. Et la deuxième chose, c'est le développement économique, l'emploi, la formation pour l'ensemble du territoire dunois qui est fortement impacté depuis plusieurs années par ces départs successifs. Et donc, on accompagne avec les autres acteurs, la communauté de communes et toutes les entreprises qui se projettent sur ces sites. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Merci, Lionel. Mais je crois qu'on
on en a terminé avec la présentation. Bien sûr qu'on part sur un temps long, hein, plusieurs années, voire plusieurs décennies, hein, sur une transformation d'un site de cette importance. Un mot aussi sur la ZRD, Lionel l'a dit, on est en zone de restructuration de défense, donc pendant 5 ans, une entreprise qui s'installe sur le territoire, une SA, une SAS, ne paiera pas d'impôt sur les sociétés, pas de cotisation sociale patronale, etc. Donc on a des exemptions fiscales assez fortes. Et on remercie également l'État qui nous a apporté Business France. Business France qui cherche de Tokyo à San Francisco à attirer des investissements en France. Et Châteaudun, le Grand Châteaudun est ciblé. Et la numéro 2, Madame Tardieu, est venue. Monsieur Novak, etc. Business France nous accompagne également. Et enfin, un dernier mot sur la clôture de l'aérodrome. Donc, on a un travail qui est fait avec CGX Aéronautique. Peut-être Lionel, tu peux juste mettre le slide d'avant. On sait déjà que c'est à peu près 800 mètres de long autour des hangars. C'est une clôture de 2,10 mètres de haut. Et je vous dis à peu près 800 mètres de long voilà, qu'il faut faire. Et il y aura la zone aérodrome et la zone ville. Ville étant celle côté nord. Voilà. Et le sous-préfet l'a très bien dit, on a une valorisation à 44 millions d'euros. Valorisation nette du site de l'aérodrome, que l'aérodrome, les 400 hectares, 44 millions d'euros, comptant les bâtiments, le non-bâti, etc. Donc c'est un très beau site qu'il faut, nous, maintenant, valoriser. Merci à tous de votre attention, et ça vous va, on va prendre maintenant les questions et les réponses.